Quand on regarde une image, on y voit, une scène, une histoire. Mais un ordinateur, lui, pour lui, c'est juste un immense tableau de chiffres, une espèce de mosaïque de pixels qui à première vue ne veut rien dire. Alors la grande question, c'est comment est-ce qu'on passe de ce chaos de chiffres à la reconnaissance d'un visage, d'un objet ou même d'une émotion? C'est exactement ce code secret qu'on va tenter de déchiffrer ensemble aujourd'hui. Voilà la question qui est au cœur de tout ça. Comment une machine peut-elle regarder cette image et y voir un chat? Quelle est cette petite étincelle qui transforme des données complètement brutes en un concept, une idée? Pour comprendre cette petite magie, il faut la décomposer pièce par pièce. Et c'est précisément ce qu'on va faire. Alors, pour résoudre ce mystère, voilà notre plan. D'abord, on va remonter à la source, une inspiration assez inattendue qui vient de la biologie. Ensuite, on ouvrira la boîte à outils de nos détectives numériques. Après ça, on verra comment on assemble ces outils pour construire un véritable cerveau visuel. Et pour finir, on explorera les limites de cette technologie et les défis qui nous attendent. Prêt? C'est parti! Allez, on commence. Et pour comprendre la vision par ordinateur, notre point de départ, ce n'est pas une puce électronique, mais, aussi surprenant que ça puisse paraître, le cerveau d'un chat. C'est une découverte biologique qui a littéralement tout changé. Tout bascule en 1962. Deux neuroscientifiques, Hubel et Wiesel, font une découverte fascinante. Ils observent que dans le cerveau d'un chat, certains neurones ne réagissent pas à l'image entière, mais à des détails minuscules, comme une ligne orientée d'une certaine manière. C'est ça l'étincelle. Inspiré par cette idée de détecteur spécialisé, Kunihiko Fukushima crée en 1980 le néocognitron, un premier modèle d'IA qui essaie d'imiter cette structure. Mais le vrai coup de génie, il arrive en 1998 quand Yann LeCun perfectionne l'idée avec l'ENET5. C'est le premier réseau de neurones à convolution vraiment efficace, capable de lire des chiffres manuscrits. La filiation est limpide, on a littéralement transposé un principe du cerveau d'un chat dans du code. Bon, maintenant qu'on a le contexte historique, il est temps d'ouvrir cette fameuse boîte à outils. Au cœur de cette révolution, il y a deux concepts clés, deux instruments fondamentaux. Les noyaux, qu'on appelle aussi kernels, et les cartes de caractéristiques. Pensez-y comme la loupe et le calepin de notre détective numérique. Alors un noyau, qu'est-ce que c'est au juste? Imaginez une toute petite grille de chiffres, c'est tout simple. Sa mission, c'est de glisser sur l'image, zone par zone, à la recherche d'une seule et unique chose. Un noyau peut être un spécialiste des lignes verticales, un autre des courbes qui vont vers la droite, un troisième d'une nuance de vert bien précise. C'est un peu comme une armée de spécialistes, chacun avec sa propre loupe, obsédé par un seul type d'indice. Et qu'est-ce qui se passe quand un de ces spécialistes trouve son indice? Eh bien, il le note. Il crée une sorte de rapport, une nouvelle carte qu'on appelle une carte de caractéristiques. Si notre noyau spécialiste des lignes verticales en trouve une très nette à un endroit, il va mettre une valeur élevée à cet endroit sur sa propre carte. Au final, on n'a plus l'image de départ, mais toute une pile de cartes au trésor, chacune nous montrant où se cache un type d'indice bien précis. Et voilà qui nous montre exactement comment ces outils s'assemblent. Ça, c'est l'architecture de l'ENET5, le pionnier dont on parlait. Regardez bien. L'image d'entrée, à gauche, elle passe par des couches de convolution. C'est là que nos noyaux font leur travail de détective. Puis, l'info est résumée dans des couches de subsampling. C'est ce processus, cette espèce de chaîne de montage, qu'on va maintenant décortiquer. Ce processus, la convolution, se déroule en 4 étapes. C'est comme une petite danse bien orchestrée. Premièrement, glisser. Le noyau se positionne sur un petit carré de l'image. Deuxièmement, calculer. Là, il compare ce qu'il voit avec ce qu'il cherche et ça donne un score de similarité. Plus ça ressemble, plus le score est haut. Troisièmement, activer. Ce score passe par un filtre. En gros, si le score est trop bas, on le met à 0. C'est une étape super importante pour que le réseau se concentre sur les signaux forts. Et quatrièmement, mapper. Ce score final devient un pixel sur la nouvelle carte de caractéristiques. Et la danse recommence, le noyau se décale et on répète jusqu'à avoir scanné toute l'image. Alors là, accrochez-vous. C'est ici que la magie opère vraiment. On va voir comment, en empilant ces opérations toutes simples, on donne naissance à quelque chose de beaucoup plus grand. Une compréhension hiérarchique de l'image. On va littéralement construire un cerveau visuel. Cette citation, elle résume parfaitement la philosophie. L'idée de base, c'est que la profondeur, c'est-à-dire le nombre de couches, c'est la clé. Chaque nouvelle couche ne regarde pas l'image originale. Non, elle regarde les cartes d'indices de la couche juste avant. C'est comme ça qu'elle construit une compréhension de plus en plus abstraite, de plus en plus intelligente. Et ça, c'est le moment Eureka. Cette image nous permet de jeter un œil à l'intérieur du cerveau de l'IA.
Chaque petit carré noir et blanc, c'est une carte de caractéristiques, le rapport d'un noyau. Regardez bien, au début, les noyaux détectent des trucs très simples, des lignes, des textures, des dégradés de couleurs. Mais plus on va en profondeur, plus les cartes s'activent pour des concepts beaucoup plus complexes. Ici, un œil, là le museau d'un chien, ou encore la roue d'une voiture. C'est ça, la hiérarchie en action. Des détails simples s'assemblent pour former des idées complexes. Pour le dire encore plus simplement, les premières couches du lézot, c'est un peu comme notre rétine. Elle voit des bords, des points, des couleurs. Les couches d'après sont des assembleurs. Elles prennent ces bords et ces couleurs et apprennent à reconnaître une texture de fourrure ou un reflet de métal. Celle encore plus profonde assemble ces textures pour identifier un œil, une oreille, un pneu. Et tout à la fin, une couche assemble ces parties pour dire « Ok, c'est un chat ». C'est une construction, brique par brique, du pixel jusqu'au concept. Bien sûr, depuis la Net 5, les choses ont énormément évolué. VGGNet a montré que plus un réseau est profond, mieux il apprend. GoogleNet a eu cette idée géniale d'analyser l'image à plusieurs échelles en même temps pour voir les détails et la vue d'ensemble. ResNet a trouvé une astuce incroyable pour créer des réseaux super profonds sans perdre en performance. Et plus récemment, Convnext commence à fusionner le meilleur des deux mondes en piquant des idées à d'autres architectures puissantes comme les Transformers. Cette comparaison visuelle, elle est très parlante. À gauche, on a le Net 5, tout simple, tout linéaire. À droite, un bloc de ResNet. Vous voyez cette connexion qui passe par-dessus le bloc? C'est ce qu'on appelle une connexion résiduelle. C'est une innovation qui a résolu un problème assez fou. Avant ça, en ajoutant trop de couches, les réseaux devenaient moins beaux. Un peu comme un téléphone arabe où le message se dégrade. Ce raccourci permet à l'information de ne pas se perdre en route. Et ça a permis de créer des réseaux bien plus profonds et donc bien plus efficaces. Mais attention, malgré toute cette puissance, ces réseaux ne sont pas magiques. Ils ont des angles morts, des faiblesses. Et comprendre leurs limites, c'est essentiel pour deviner où la recherche va aller ensuite. Plusieurs gros défis restent sur la table. D'abord, le coût de calcul est absolument colossal. Ensuite, il y a le fameux problème de la boîte noire. Même si on peut voir ce que chaque couche détecte, c'est parfois très dur de savoir pourquoi le réseau a pris sa décision finale. Il reconnaît un chat, mais il est incapable d'expliquer sa logique. On a parlé de la dégradation des réseaux, que ResNet a en partie résolu, et enfin, il y a un problème de stabilité. Pendant l'entraînement, chaque couche doit s'adapter à des signaux qui changent sans arrêt. C'est un peu comme essayer de construire une tour sur un sol mouvant, et ça ralentit l'apprentissage. Alors, c'est quoi la prochaine étape? Eh bien, la grande tendance, c'est l'hybridation. Imaginez les CNN comme des experts du détail, hyper doués pour reconnaître les textures et les formes locales. Les transformers, eux, ce sont plutôt des stratèges, excellents pour comprendre comment toutes les parties d'une image sont liées, le contexte global. Les modèles de demain, comme Convnext, cherchent à combiner cet expert du détail avec ce stratège pour créer des systèmes de vision encore plus robustes et encore plus intelligents. Et tout ça nous amène à une dernière question, une question qui dépasse la technique. La technologie avance à une vitesse folle, les machines apprennent à voir. Mais maintenant qu'on peut leur apprendre à voir à peu près n'importe quoi, que choisit-on de leur montrer? Et, question tout aussi importante, que choisit-on de leur apprendre à ignorer? La prochaine frontière de la vision par ordinateur n'est peut-être pas seulement technique. Elle est aussi, et peut-être surtout, éthique.